Et pour cette édition, vous le savez, vous le réclamiez même, Régis Le Sommier est enfin avec nous. Bonjour Régis. Bonjour Liselotte. Et puis avec moi aussi, Richard de 16, Franck, et puis peut-être qu'Alexandre nous rejoindra. Nous l'espérons. Vous vouliez commencer par un petit édito, Régis ? Oui, un petit édito, puis une petite réaction. Vous savez, quand je viens dans ma voiture ici le matin, j'écoute la radio, j'écoute pas fort. Je zappe entre Radio Courtoisie et France Info, et je suis tombé en mettant France Info sur une déclaration de Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, justement, qui expliquait que la menace n'avait jamais été aussi importante contre l'Europe, que depuis 7 ans, il prenait l'exemple du temps qu'Emmanuel Macron a passé à l'Élysée, la frontière de cette menace s'était rapprochée. Et il disait, comme Emmanuel Macron l'a dit, alors il parlait de rehausser les budgets de la défense, on va en parler, de ce qui s'est décidé hier à Londres. Et il disait, depuis 7 ans, Emmanuel Macron le réclame. Et je suis un peu tombé des nues, je dois avouer, en me disant, mais ça fait quand même 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. S'il avait voulu réclamer une hausse de ce budget, qu'on ne soit pas à 2,1, peut-être, on va peut-être passer à 3, etc. C'est quand même lui le chef, non ? Enfin, je trouve assez à la fois étonnant d'entendre des choses comme ça, mais en même temps assez symptomatique d'un réveil très très difficile auquel on est en train d'assister autour de cette fameuse épisode historique qui s'est déroulé vendredi dans le bureau ovale à la Maison Blanche. Et donc j'en viens à cet épisode, puisqu'il est unique dans les annales. Unique, pourquoi ? Parce que il permet de mettre en lumière, pour une fois, réellement ce qui se passe entre deux acteurs principaux de la guerre en Ukraine, l'Ukraine elle-même, représentée par Volodymyr Zelensky, et les États-Unis, représentés par Donald Trump et J.D. Vance. Au cours de ces 50 minutes de conversation, alors tout le monde n'a pas regardé les 50 minutes, moi j'ai fait l'exercice, on a regardé surtout les 7 minutes du clash, en fait, qui interviennent un peu plus tard. Et on a eu le droit, en fait, qui est très intéressant, à une transparence et à un échange entre le président d'une nation qui subit une guerre, qui voudrait la poursuivre, qui ne se satisfait pas de la situation actuelle, et son principal bailleur de fonds, qui veut à tout prix arrêter cette guerre. Alors, on a compris que l'Europe était définitivement sur la touche, et ce, en dépit du fameux sommet dont je vous parlais, qui s'est tenu à Londres hier, sommet qui s'est conclu par des déclarations. Alors, on a montré une chaleur, on a montré qu'on était ensemble. Il y a eu une déclaration belliqueuse, notamment de Keir Starmer, qui dit « Nous serons présents dans les airs et sur le sol ». Donc, on s'attend, voilà. Puis après, on regarde un peu l'armée britannique et on a quelques frayeurs, vu qu'elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais aussi par le constat, et ça c'est intéressant, parce qu'à chaque fin de phrase, il y a toujours que rien ne peut se faire sans l'appui et sans l'intervention des États-Unis. C'est ça qui est assez terrible. Donc la déclaration la plus significative, me semble-t-il, étant celle de Mark Rutte, le patron de l'OTAN, qui était présent et qui conseille à Zelensky de se réconcilier au plus vite avec Donald Trump et de signer ce fameux accord sur les terres rares. Alors, Zelensky, venons-en à lui, on le sent, joue une partition dangereuse dans cette affaire. Après l'épisode de la Maison-Blanche, il s'est retrouvé à 2 doigts, on va dire, de signer la fin de sa carrière politique et son retour probable dans le métier des arts. Zelensky semble ne pas comprendre en fait que les temps ont changé et que ceux avec qui il ressentait le plus d'affinité, vous savez, les mondialistes occidentaux, la gauche américaine, Joe Biden, les Européens, ils ont peu de pouvoir en 2025. En revanche, les acteurs qu'il n'aime pas et contre qui il est intervenu, tout le monde avait oublié, vous savez, ça a été rappelé dans le duel avec J.D. Vance, tout le monde avait oublié cette fameuse visite en septembre 2024 dans le cadre de la campagne électorale à Scranton en Pennsylvanie. Donald Trump et J.D. Vance, eux, n'avaient pas oublié où Volodymyr Zelensky était venu sur la campagne en fait de Joe Biden. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est que ceux-là, et bien qu'ils lui disent d'arrêter la guerre, qui veulent lui imposer justement ce règlement de cet accord sur les terres, eh bien ce sont justement précisément ceux et les seuls qui peuvent encore le sauver.
Alors, en outre, Zelensky continue de parcourir les chancelleries avec un message qu'il se bat pour nous, pour nos valeurs, que s'il perd, Poutine envahira l'Europe. C'est un peu ce que disait, donc en intro, je disais Jean-Noël Barrot. Il dit à Trump... Vous avez les océans qui vous protègent, mais vous finirez par ressentir les effets de notre guerre, ce à quoi Donald Trump lui a répondu qu'il n'était pas en mesure de dire aux États-Unis ce qu'ils allaient ressentir et qu'il jouait avec la Troisième Guerre mondiale. Alors, les Européens et le Canada haussent le ton, tout en sachant qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique et qu'ils ne peuvent pas, en vue de leurs économies, de leur budget militaire, faut bien le dire, de l'impopularité de la guerre auprès de leurs opinions, remplacer totalement les USA dans le conflit. C'est totalement illusoire. S'ils accèdent à l'indépendance totale envers les États-Unis, je parle des Européens et du Canada, ce qui est souhaitable, ce qui aurait dû se produire depuis des années, depuis le temps qu'on parle de l'Europe de la défense, on nous dit mais non, il y a l'OTAN, vous inquiétez pas. Mais en fait, là, actuellement, ça prendra beaucoup de temps. Or, pour l'Ukraine, il y a urgence, il y a un risque majeur que le pays s'effondre, que les Russes gagnent encore davantage de territoire. Le poids de notre dépendance via l'OTAN des États-Unis est colossal et nous ne sommes pas en position de force vis-à-vis d'eux. En réalité, nous n'avons pour le moment pas d'autre choix finalement que d'accepter ce que Trump nous dira de faire. Zelensky doit savoir que toutes les questions autrefois bloquantes pour la paix ont été de facto réglées. L'Ukraine est désormais mieux armée que la plupart des pays de l'OTAN, mais n'en fera jamais partie et aucun président ne lui fournira les moyens militaires nécessaires pour reprendre le Donbass et la Crimée. Il reste encore 3 inconnus. Pourquoi Poutine accepterait-il un cessez-le-feu alors que sur le terrain, ses troupes progressent encore ? S'il l'accepte, jusqu'où Poutine accepterait-il, par exemple, de se retirer vers les frontières de 2022 ? Et comment, enfin, sera-t-il dissuadé de ne pas reprendre la guerre un jour ? Dans l'immédiat, le président ukrainien n'a pas d'autre choix que de ravaler sa fierté, de retourner à la Maison-Blanche, c'est ce que lui a indiqué Mark Rutte et bien d'autres, signer le fameux accord sur les terres rares. Il s'est dit prêt d'ailleurs à le faire, hein. Donc alors il pourra espérer que les Européens viennent prendre en charge le financement et la sécurité de son pays, pendant que Trump tiendra Poutine à distance, en le dissuadant, on l'espère, de recommencer. S'il y a un cessez-le-feu, un accord commercial, une présence terrestre européenne, un audit aussi sur où sont passés les quelques 100 milliards d'aides à l'Ukraine volatilisées, une question demeure, celle des élections présidentielles. Valéry Zaloujny, on l'a un petit peu oublié, l'ancien chef d'état-major ukrainien, est à l'affût et il pourrait très bien remporter ces élections. Zelensky le sait, c'est la raison pour laquelle, tel César envoyant Pompée aux confins de l'Empire, il l'a nommé ambassadeur à Londres. Merci Régis pour cet édito. Et la vraie question, et vous l'avez souligné, et Georges-Henri Soutou en parlait la semaine dernière ici même, c'est qu'est-ce qui peut empêcher Poutine de croire que ça y est, il peut avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la fermière, et si possible une partie des pâturages ukrainiens sur lesquels les vaches paissent. Je pense que Poutine a encore, enfin je pense, espère et peut gagner largement sur la question de l'allègement des sanctions. Je pense que c'est vraiment la variable d'ajustement qui peut permettre que le cessez-le-feu soit effectif. C'est-à-dire que les paquets de sanctions successives prises par les États-Unis et l'Europe contre la Russie handicapent cette même Russie, même si elle a trouvé des alternatives, même si le système bancaire SWIFT, eh bien, elle a réussi à le contourner, elle a réussi à envoyer son pétrole en Inde, à complètement revoir, on va dire, ses routes commerciales et financières. Et donc, tout ça s'est fait, mais tout ça ne s'est pas fait simplement, et que la Russie, aujourd'hui, souffre, évidemment, de ces sanctions. Et je pense que là, il y a vraiment une manière pour Poutine, en tout cas, il y a encore, je dirais, une manière pour Trump d'avoir une certaine maîtrise ou un certain ascendant sur Poutine, alors que territorialement et sur l'issue de la guerre aujourd'hui, mais on est en train de révéler finalement de se rendre compte des réalités, et que ces réalités ne sont pas bonnes du tout. Depuis, on s'est habitué à cette petite musique de dire ah oui, les Russes grignotent, etc. Mais la réalité, c'est que l'armée ukrainienne est dans une situation épouvantable. Les vidéos qu'on voit depuis des mois de sergents recruteurs, vous savez, qui arrivent
devant des types qui se baladent dans la rue, qui se jettent sur eux et qui les mettent dans la voiture. Bon, il y en a plein, on voyait. En fait, en réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Ukraine manque d'hommes, on l'a dit plein de fois sur cette antenne, et que aujourd'hui, eh bien, vous avez deux pays, un qui fait 141 millions d'habitants, mais ça on le savait dès le début, hein, et un autre qui fait 41 millions d'habitants, dont 10 millions sont partis du pays. Et donc, fatalement, le premier pays qui fait 141 millions d'habitants et qui a des traditions militaires, une armée considérable, etc., ne pouvait pas perdre cette guerre. Et donc, l'équation avec laquelle on a soutenu l'Ukraine, qui était une rhétorique de victoire, une rhétorique au moins, enfin, de faire reculer la Russie, ne s'est absolument pas réalisée. Et aujourd'hui, bien, on est face à cette réalité, elle nous explose au visage, parce que les États-Unis, c'est-à-dire la locomotive du train qui nous amenait dans cette guerre et qui permettait surtout à l'Ukraine de résister, n'est plus là. Alors, pardon, excusez-moi, encore juste une question. Trump se veut négociateur, il est en train de négocier. Il y a quand même quelque chose qui est un peu troublant si les chiffres sont exacts, c'est qu'il y a 5 milliards d'euros à peu près d'avoirs russes gelés par les États-Unis. Il y a 200 milliards d'euros d'avoirs russes gelés par l'Union européenne. Autrement dit, l'Union européenne a quand même un vrai poids possible, une vraie puissance négative, une puissance de nuisance dans ces négociations. Et le fait de l'écarter, c'est aussi lui donner la possibilité de continuer à peser, en fait. Oui, sans doute, mais la vraie question, vous avez raison, l'Europe a des atouts, l'Europe aussi a pris des paquets de sanctions contre la Russie qui sont considérables, comme jamais elle a pris pour n'importe quel pays dans le monde. Donc effectivement, l'Europe a moyen de peser et de faire mal à la Russie, c'est sans doute ce qu'explique, il y a un certain nombre de leaders qui l'ont expliqué, mais le vrai problème est que l'Europe n'est pas dans la négociation. Le vrai problème, c'est que cette négociation, elle a commencé à Riyad, et c'est du bilatéral, et qu'elle s'est poursuivie à Istanbul, et c'est encore du bilatéral, et qu'on ne sort pas finalement de cette avec l'Ukraine à laquelle en fait les États-Unis veut imposer cet achat de terres rares en échange d'un filet de sécurité. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde à la loupe quel pourrait être ce filet de sécurité, tout de suite c'est extrêmement flou. Est-ce que ça voudrait dire des troupes ? Est-ce que ça voudrait dire que les Européens vont là à ce moment-là envoyer des troupes ? Est-ce que ça veut dire financièrement on va continuer à soutenir l'Ukraine ? D'ailleurs, un nouveau, je crois que c'est 2 ou 3 milliards d'euros qui ont été débloqués d'aide à l'Ukraine. Voilà, mais la vérité brute et cruelle, c'est que quoi qu'on fasse actuellement, si les États-Unis, comme ils ont l'intention de le faire, se désengagent de ce conflit, nous, Européens, n'avons pas les moyens, d'aucune manière, de combler le vide laissé par les États-Unis. C'est-à-dire à tous les niveaux, au niveau cyber, au niveau des drones, au niveau de la surveillance de l'espace, au niveau du déploiement militaire, au niveau financier. Les États-Unis ont eu un tel poids dans cette guerre que même si nous bricolons quelque chose, nous sommes très en retard, je l'ai expliqué tout de suite, sur la question des budgets, sur la question on a des années de retard, ça fait des années qu'on se dort la pilule en se disant, comme les Allemands, les États-Unis vont assurer notre sécurité. Ça fait des années qu'on entend ça. Et quand je dis cette fameuse défense européenne, depuis combien de temps on nous dit mais non, il n'y a pas besoin de la défense européenne parce qu'il y a l'OTAN. Voilà, mais l'OTAN c'est les États-Unis. Et donc si tout ça mis bout à bout fait que on va pas pouvoir nous combler ce que les États-Unis laissent sur place s'ils se désengagent. On est contraint finalement, comme je le dis, d'accéder à la volonté de Donald Trump. Et ça se sent d'ailleurs même chez Keir Starmer, même chez les plus bellicistes que sont les Anglais, que d'abord l'anglais est l'allié fidèle. D'abord il y a cette invitation à venir voir le roi d'Angleterre. On sent bien que les Anglais sont vraiment le cul entre deux chaises pour le coup, en se disant tiens là les États-Unis nous échappent, mais il faut quand même qu'on reste. Donc tout ça c'est de la négociation, je dirais.
très tardive. Et le vrai constat, il est là, c'est que quoi qu'on fasse, on remplacera pas les États-Unis. Et si les États-Unis s'en vont, eh bien, je ne vois pas actuellement, en dehors d'un cessez-le-feu, ce qui pourrait permettre à l'Ukraine de conserver ce qu'elle a. Et alors, il y a une autre question qui se pose aussi, c'est potentiellement pour l'après. C'est-à-dire, en fait, imaginons qu'il y ait effectivement un cessez-le-feu qui soit signé. Concrètement, on voyait il y a ce week-end Elon Musk qui disait que les États-Unis devaient quitter l'ONU et l'OTAN. Alors, on connaît les déclarations et on sait que c'est pas toujours quelque chose de fiable, mais est-ce que c'est un scénario qui reste envisageable, le fait que les États-Unis quittent l'OTAN, et donc la conséquence ce serait qu'il y aurait plus ou moins, alors il y a le Canada quand même, mais une Europe de la défense qui pourrait en l'occurrence naître dans ce contexte. Mais je suis absolument d'accord qu'une Europe de la défense pourrait naître et va naître, mais combien de temps va-t-il falloir pour que ces budgets de la défense, et si vous voulez, il y a un problème de temporalité là. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine, elle est là, les signes d'effondrement, ils sont là chez les Ukrainiens, à la fois dans la société, à la fois sur le front. Les capitaux, les crédits, plus l'armement qui risque de se retrouver lacunaire, même si chacun en Europe met tout ce qu'il faut. D'ailleurs, Sébastien Lecornu a dit, ça y est, nous allons continuer, nous allons recommencer à fournir à l'Ukraine l'armement dont elle a besoin. Chacun dit ça, mais même si chacun dit ça, ça ne suffit pas à combler ce que les États-Unis fournissaient. Donc ça veut dire même si on essaye, quand je dis problème de tempo, problème de temporalité, parce que il faut un temps long pour que on se mette à niveau et que on n'y est pas. Après, la Pologne, par exemple, en 2 ans, a réussi à se constituer une armée qui est assez impressionnante, qui est supérieure vous l'avez dit, en 2 ans ans. à l'armée française. Vous croyez que là, l'Ukraine a 2 ans devant elle ? Non, elle n'a pas 2 ans devant elle. Elle est dans une situation dramatique, catastrophique, qui risque d'empirer si les États-Unis se retirent. Et je pense que c'est ça le levier principal qui fait que Trump veut aller vers la paix, parce que c'est ça son objectif. L'objectif, c'est d'arrêter la guerre. C'est vraiment ce que Trump envisage. Poutine a donné des signes dans lesquels pourrait s'inscrire dans cette perspective. Les relations entre la Russie et les États-Unis se sont extrêmement rapprochées. On est dans une situation inédite et on est dans une situation à laquelle on n'est pas habitué. Je pense que le vrai problème qu'on a avec ce qui s'est passé à Washington, le vrai problème qu'on a avec ce qu'on a vu à l'ONU, parce qu'on l'a oublié un petit peu, mais le vote commun des États-Unis et de la Russie sur la résolution de la guerre, l'abstention de la France et de l'Angleterre, on n'a pas dit non. Vous vous rendez compte, si on avait été vraiment opposé à ce qui est en train de se passer, on aurait opposé notre veto, on pouvait le faire, hein. Les Français, pas de problème, on pouvait opposer notre veto. On l'a pas fait. Donc ça veut dire que on est soumis encore aux États-Unis, sauf que les États-Unis ne vont plus. On s'est habitué à ce que les États-Unis soient devant, on s'est habitué à les suivre. Maintenant qu'ils ont changé leur fusil d'épaule et que leur logiciel géostratégique est complètement chamboulé, eh bien nous avons des problèmes à nous ajuster parce que nous ne sommes pas habitués et nous avons une masse d'hommes politiques en France, en Europe, qui sont habitués à suivre les États-Unis comme des toutous depuis des années. Et là, aujourd'hui, eh bien, on a un défi des États-Unis. Alors, on essaye de faire croire qu'il resterait une forme du monde libre. On entend des déclarations comme quoi on serait les nouveaux résistants. Vous savez, ces fameux Jean Moulin de Carton qui tout à coup disent oui, le général de Gaulle, lui, il n'a pas accepté, machin, comme si ça avait un rapport. Et donc, ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, le vrai problème, c'est qu'on a été trop suiviste vis-à-vis des États-Unis et qu'on a du mal et que si même on fait l'Europe de la défense, ça va prendre des années. Donc, fatalement, on ne peut rien faire pour l'Ukraine. Sur ce constat, je rejoins tout à fait, mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que d'un côté, vous critiquez le suivisme de la France vis-à-vis des États-Unis, ce en quoi je vous rejoins tout à fait, c'est-à-dire qu'effectivement, on a vécu pendant quelques décennies un alignement total. Ans. Exactement, un à part avec total. Le général de Gaulle, c'est tout. Hein. Exactement, un alignement total sur la politique étrangère américaine. En revanche, vous nous dites au moment où Donald Trump arrive au pouvoir que c'est lui qui a raison, que c'est lui qui a la solution. Je ne dis pas qu'il a raison. C'est ce que vous expliquez, c'est-à-dire qu'en fait, vous dites que l'accord qu'il veut proposer, c'est le bon accord à trouver pour l'Ukraine parce que l'Ukraine ne peut pas continuer. Ce que j'ai donné un état comment est-ce que j'ai fait un jugement de valeur sur cet accord. Est-ce que j'ai dit le bon accord? Non, j'ai dit c'est ce que Donald Trump désire. Donald Trump veut arrêter la guerre en Ukraine. Il y a des raisons. Vous souhaitez aussi, et dans les mêmes conditions, plus ou moins, c'est ce qu'on comprend.
Non, c'est-à-dire que Donald Trump, je pense, et que je pense là où je suis d'accord avec ce constat, c'est que l'état de l'Ukraine aujourd'hui lui permettrait de sauver les meubles aujourd'hui. Dans 6 mois, c'est pas certain. Dans 6 mois, il y aura 50 000 bonhommes au tapis encore à nouveau pour finalement pas grand-chose. Voire un effondrement possible. C'est ça le vrai constat. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une phase de la guerre où l'absence de réserve qu'il y a du côté ukrainien n'est pas compensée. Nous, même si on se met à envoyer des troupes, on peut au maximum envoyer, nous, Français, 20 000 troupes combattantes. On va dire peut-être faut multiplier par 3 en gros si on en envoie 60 000. Les Britanniques, on n'est même pas à ce chiffre. Les Britanniques ont plus aujourd'hui d'amiraux que de navires. Ils ont plus de chevaux que de chars. Voilà, je suis très 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 sérieux quand je dis ça. Ça veut dire que les chars Defender britanniques qui ont été envoyés en Ukraine ont quasiment tous été détruits, et que ceux qui restent plus le matériel américain, si on envoie tout, finalement c'est pas grand-chose. Les seuls qui ont une armée, on va dire digne de ce nom, et qui sont capables peut-être de déployer seraient les Français. Mais c'est infiniment petit par rapport à ce qu'il faudrait pour aider les Ukrainiens qui ont besoin d'hommes pour tenir des tranchées, pour accentuer la guerre de drones qu'ils sont en train de mener contre les Russes, d'ailleurs avec certains succès. Faut reconnaître que les Ukrainiens, justement, en position de défense aujourd'hui, ont des succès. Ils ont repris l'initiative à Toretsk. Il y a eu des moments comme ça où ils montrent encore de la combativité. Le problème, c'est que c'est la finalité. Je vous dis, projetons-nous dans 6 mois. Dans 6 mois, rien ne dit que les Russes ne soient pas arrivés à Dniepro ou à Zaporizhzhia, voire surtout le pourtour du Dniepr, et pris en gros un tiers du territoire ukrainien au lieu des 20% qu'ils contrôlent actuellement. Est-ce que l'un des soucis, Régis, c'est pas qu'on ait perdu du temps justement et qu'on en perde encore à essayer d'imaginer comment est-ce que on pourrait organiser une espèce de front européen et puis se substituer aux États-Unis. Bon, on a compris que tout ça tenait plutôt du rêve. Est-ce que le problème, c'est pas qu'on a abandonné chaque nation justement sa puissance armée? Vous l'avez dit, la France actuellement est la seule à avoir une armée qui tienne à peu près la route, et encore, c'est largement inférieur à ce qu'il faudrait. Est-ce que donc la solution, c'est pas de se dire très bien, là pour le moment la partie semble assez mal engagée, mais dans 10 ans où est-ce qu'on va en être, même dans 5 ans où est-ce qu'on en sera, est-ce qu'on peut pas mettre en place maintenant, individuellement, à échelle de chaque pays, des moyens pour pouvoir développer les différentes armées? Je crois que c'est l'intention. Maintenant, dans le camp de Macron, on me dit que le terme utilisé vis-à-vis pour désigner ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique du président, c'est les capitulars. Ouais. Voilà, on utilise des termes qu'on a entendus autrefois pour des gens qui voulaient pas se battre, etc. En fait, le problème, c'est il faut une sérieuse dose de réalisme actuellement pour constater en effet que toute initiative européenne aujourd'hui, à l'heure qu'il est, avec les moyens que nous avons, est vouée à l'échec. Alors, ça serait peut-être un magnifique sacrifice, mais ça servirait à rien. Et donc, finalement, ça serait une goutte d'eau dans l'échiquier ukrainien et dans la guerre en Ukraine. Donc, il faut être clairvoyant. Il aurait fallu l'être un peu avant. Il aurait fallu, au lieu de s'auto-intoxiquer sur les perspectives de victoire de l'Ukraine, comme on l'a fait, avoir une dose de réalisme dès le début et de se dire peut-être d'abord qu'on aurait pu éviter cette guerre aussi, parce que ce que dit Donald Trump, on va dire oui, Donald Trump, maintenant je regarde Le Point, Le Parisien, c'était un agent de Moscou d'ailleurs. Non, il a dit simplement l'autre jour que Biden avait brandi l'étendard de l'OTAN et que c'était une des raisons pour laquelle les Russes étaient intervenus. Il faut peut-être un peu regarder les choses et dire, si vous voulez, vous vous souvenez au début de la guerre en Ukraine, quand on rappelait Minsk, la non-application des accords, quand on rappelait finalement le fait que la guerre dans le Donbass durait depuis 2014,
eh bien, on disait, oui, non, ça, c'est les arguments de Poutine. Mais en fait, le problème, c'est que la guerre, en effet, moi, je me suis rendu au moins 5 fois dans le Donbass, je peux vous dire que elle est ancrée dans la réalité et elle dure, effectivement, depuis 2014, avec plusieurs épisodes sur lesquels nous, on est complètement passé des choses qu'on ne connaît pas, qu'on a oubliées, on a voulu l'oublier, cette guerre. Je peux vous dire que là-bas, elle est réelle et elle n'est pas vécue depuis 2022, elle existait bien avant. Et donc, ça, on ne pouvait pas en parler. Donc on a inventé une espèce de fiction d'un Poutine étant le diable, nous, le camp du bien, l'Ukraine, tous des gentils, pays le plus corrompu, enfin bref, tout était dysfonctionnel dès le début. Et on s'est auto-intoxiqué avec cette fiction. On n'a pas arrêté de la projeter. Et quiconque allait contre cette narration était classé automatiquement, j'en sais quelque chose, dans le camp de Poutine. Et qu'est-ce qu'on aurait dû faire au début concrètement ? Regarder les choses de façon réaliste, d'abord appliquer Minsk, c'était le job de François Hollande et d'Angela Merkel, qui ont eux-mêmes reconnu que ces accords-là n'avaient été faits que pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Permettre à l'Ukraine de s'armer, pourquoi finalement ? Pourquoi ? Donc, donc ça, c'est une vraie question. Et ensuite, Ensuite, la question de Poutine. Personne n'a vu venir Poutine quand il a dit, il avait menacé, mais plein de fois, c'est arrivé. Il faut prendre le temps long. Il faut reprendre le discours de Munich. Il faut prendre celui de Budapest. Il faut prendre l'accession des pays de l'Est à l'OTAN à la fin des années 90, où Poutine n'y fait pas obstacle. Pourquoi ? Parce que il considère qu'il peut négocier un pacte de sécurité. Ce qu'il veut, c'est faire avec l'Occident et avec les États-Unis en particulier un pacte de sécurité dans lequel les intérêts de la Russie sont respectés. Il a dit à chaque fois, il a dit pour l'Ukraine ça sera différent, pour l'Ukraine ça sera différent. Bon, voilà. La vérité, c'est pas moi qui le dis, c'est le New York Times qui explique que dans une très longue enquête qu'ils ont fait, extrêmement fournie, qui est arrivée au milieu de la guerre, que 12 stations de la CIA ont été déployées en Ukraine à partir de 2014. Que vient faire la CIA en Ukraine à partir de 2014, à partir du Maïdan, en installant des bases en Ukraine. Donc il y a un problème, mais ce problème, s'il faut l'affronter, et il faut dire, voilà, nous, on n'a pas cette vision-là. Donc, au départ, il y a eu un problème sur le déclenchement de cette guerre. Ensuite, sur la poursuite de cette guerre, eh bien, on s'est totalement illusionné et on a vécu dans une fiction. Et on vit dans une fiction et c'est d'autant plus douloureux de voir qu'aujourd'hui, eh bien, un type avec une dose de réalisme assez chevillé au corps qui s'appelle Donald Trump vient de nous dire, faut peut-être arrêter ça parce que ça mène à rien, on va perdre et on a déjà perdu, donc arrêtons les frais. Est-ce qu'on ne serait pas en mesure de réclamer justement des comptes aux États-Unis, alors en pointant du doigt leurs responsabilités ? On peut évidemment montrer à quel point des gens comme Victoria Nuland, John McCain ont tiré les ficelles de la révolution de Maïdan, qui était quand même de facto un coup d'État. Il y avait quand même quelque chose d'assez indécent de voir John McCain à Kiev venir célébrer un coup d'État dans un pays étranger. Vous me direz, les États-Unis avec Allende n'étaient pas leur coup d'essai. La CIA a fait des coups d'État un peu partout dans le monde depuis qu'elle existe. Donc là, il y a un problème effectivement d'impérialisme américain, ou en tout cas de révolution orange. On est en train de le voir avec la fin de l'USAID, ce qui est en train de dévoiler d'Elon Musk. C'est tout un tas de programmes diligentés par les États-Unis dans le monde, dont certains étaient particulièrement aberrants, mais dont certains consistaient à financer des oppositions à partir du moment, en gros, où le régime du pays en question n'était pas en accord avec les États-Unis. Immédiatement, évidemment, il était taxé de régime, de pays hostiles, et il fallait fomenter un coup d'État. C'est toujours la même chose. Comme en France, d'ailleurs. Sous De Gaulle, toutes les oppositions étaient financées par les États-Unis. Absolument. Je vois que vous faites référence au livre d'Éric Branca, L'ami américain, qui est assez étonnant, justement,
puisque Éric Branca a eu finalement la curiosité d'aller à Washington et de regarder les archives diplomatiques des États-Unis pour y déceler des pépites où certains diplomates en poste à Paris expliquent qu'ils ont des enveloppes d'argent et que de Antoine Pinet à Daniel Cohn-Bendit, tout ce qui est anti-gaulliste est arrosé, voire au niveau de la guerre d'Algérie, très intéressant, les États-Unis commencent par courtiser le FLN, et puis voyant que le FLN leur oppose une fin de non-recevoir parce que plutôt dans le camp de Moscou, eh bien ils se mettent à financer l'OAS. Donc voilà, ça comme c'est le faisaient dans le d'ailleurs livre. les Russes de leur côté sur Totalement. en fait tout le et même le font encore sur tous les régimes africains, etc. En finançant ou en utilisant Wagner pour déstabiliser l'opposition. Les Russes, je dirais, utilisent Wagner, mais surtout viennent combler les vides. Et puis il n'y a pas que les Russes, il y a les Turcs, il y a les Chinois, sûr, il y a même les Iraniens qui sont présents en Afrique aujourd'hui, notamment Il y a plus que nous au qui le faisons Nigeria, grâce à des ethnies chiites. Donc en fait, tout le monde a pris la place, et nous, on a été... alors ça, c'est une autre question. Mais pour ce qui est, pour revenir sur la question de l'Ukraine, je pense qu'on a participé d'une espèce d'immense fiction avec des chaînes totalement dédiées, je vais pas à cette fiction, des gens totalement souvent très déconnectés des réalités ukrainiennes qui étaient là pour faire en sorte que on allait croire et que ça allait être une prophétie autoréalisatrice. Et aujourd'hui non, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas une prophétie réalisatrice et que globalement on est coincé. On n'a pas, il peut pas y avoir de sursaut quelque part. Il peut pas y avoir vous savez, quand De Gaulle était à Londres et que c'était désespéré, il misait sur l'Empire français. Il misait sur des forces. Et puis il y avait les États-Unis qui étaient là. Aujourd'hui, je vois pas qui va venir aider l'Europe, surtout avec la montée des BRICS qui sont plutôt dans le camp de Poutine. Je vois pas qui pourrait infléchir ce qui va se passer. Et je pense en effet, oui, que la meilleure solution, c'est d'arrêter cette guerre, qui est une guerre abominable, pour laquelle des centaines de personnes meurent tous les jours au moment où on est en train de parler. On va finir sur ces mots. Merci à toute l'équipe d'avoir été en studio pour cette édition. Merci à vous aussi, Régis Le Sommier, de suivre ce dossier ukrainien comme tant d'autres. On vous retrouve lundi prochain, même heure. Parfait, merci.